Bonjour Ladislas, on se connaît de par l'école des gemmes. On a suivi le même cursus. Ladislas, en règle générale, ce que j'aime bien, c'est que les gens parlent de leur parcours. Pourquoi ? Parce que c'est assez intéressant de savoir par où tu es passé, comment tu fais ce métier-là, parce que tu es lapidaire de ton métier. Je n'ai pas encore eu la chance d'en rencontrer, donc je suis assez heureuse de cette rencontre et de savoir que je vais apprendre plein de choses. Ouais, j'espère. Je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours. Ouais. Alors, je m'appelle Ladislas Barbet, j'ai 31 ans et donc je suis lapidaire. Mon parcours, à la base, donc je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'ESTP, donc c'est les travaux publics. Donc c'est une école d'ingénieurs qui forme les gens à travailler sur les chantiers, à devenir conducteur de travaux par exemple. Et ensuite, après cette école, j'ai travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur, je faisais de la maîtrise d'œuvre. Donc maîtrise d'œuvre, c'est un métier qui est à mi-chemin entre conducteur de travaux et architecte, on va dire, donc maître d'œuvre. J'ai fait ça pendant 2 ans, mais c'est un beau métier, mais je voulais faire quelque chose de différent. J'avais très envie de travailler de mes mains, de faire un métier plus artisanal, et donc je me suis pas mal cherché. J'ai fait différentes tentatives dans d'autres domaines. Beaucoup de passion en fait. Donc typiquement, j'ai même essayé de devenir professeur d'histoire à un moment, truc qui a aucun rapport. Enfin, ça va sûrement un lien avec voilà, toi. Je me cherchais, quoi. Ouais, voilà. Et je me laissais guider par ce que j'aimais bien. Et puis, un jour, j'ai décidé de me marier. Et du coup, j'ai dû choisir une bague de fiançailles pour ma future femme. Et l'aventure commence. L'aventure commence, en fait, parce que moi, je connaissais rien du tout à ce monde de la joaillerie, c'est qui m'était inconnu. Et puis, en regardant les bagues, en regardant les pierres, je suis vraiment tombé amoureux de ces petits cailloux. Et puis, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais il y a des gens dans le métier, c'est de tailler ces pierres-là. Mais comment ça s'appelle ? Lapidaire, ok, très bien, bizarre comme mot, mais soit. Et c'était vraiment un moment où moi je voulais prendre une décision, je voulais tenter quelque chose en fait. Et j'ai discuté avec des lapidaires. Tu as rencontré des gens qui faisaient ce métier-là, tu as réussi à avoir accès ? Oui, alors je ne les ai pas rencontrés directement. Il y en a 2 en particulier qui m'ont bien orienté. C'est Julien Bohémo, qui est lapidaire, un ancien de l'école des gemmes aussi, que j'ai eu par téléphone. Et un autre lapidaire très talentueux qui, lui, est au Canada et on a échangé par mail. Et il s'appelle Patrick Dubuc. Et Julien Bohémo et Patrick Dubuc, je les remercie beaucoup parce que ces échanges, ils les ont d'ailleurs sans doute oubliés. Mais moi, ils m'ont marqué beaucoup et ils m'ont donné envie de faire un métier que je fais aujourd'hui. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Et comme je suis un peu d'un naturel fonceur, j'ai acheté la machine, quoi. J'ai acheté la machine direct. Donc un fabricant américain. Elle est arrivée à la maison par DHL 1 mois plus tard. Et là j'étais, bon bah super, qu'est-ce qu'on fait ? Je la branche et on y va. Je la branche, on y va quoi. Ça c'est bon ça. C'est assez amusant. Et en fait, on m'avait quand même donné un bon conseil, c'était tu peux, avec ce type de machine, tu peux apprendre à tailler de très belles pierres en autodidacte, si tu te donnes le temps. Par contre, il faut que tu te formes en gémologie. Donc, j'ai décidé de me former en gémologie et je me suis inscrit à l'école des gemmes, donc qui est à Bourg-la-Reine, qui forme pour la GEMA, qui est le diplôme britannique de gémologie, qui est reconnu à l'international, qui est pas mal. C'est l'équivalent de l'ING. Les deux, c'est tout aussi bien. Et à l'école des gemmes, donc ma professeure c'était Fabienne Touvenot, qui est une personne formidable et qui, comme tu le disais au début, je pense a transmis à tous ses élèves cette passion des pierres. Donc, et ça c'était indispensable. Franchement, je remercie les gens qui m'ont conseillé de me former en gémologie parce que je pense que c'est pas possible d'être lapidaire sans être gémologue. Donc toi, tu considères que le fait de connaître les gemmes t'a permis d'entrer dans ce métier-là, même si au début tu achètes une machine et tu te lances parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui te parle. Est-ce que ça peut venir de ton métier d'ingénieur aussi, la façon dont ton cerveau est fait ? Parce que alors forcément, les études d'ingénieur ont
on fait une prépa avant, donc on mange beaucoup de chimie, donc forcément ça résonne. Mais après, je pense que c'est surtout savoir de quoi on parle, savoir identifier les pierres, savoir quelles sont leurs spécificités, et même en fait ça fait naître, ça fait naître l'intérêt, puis la passion, hein, et ça la nourrit. Donc non, c'est très important pour ça. C'est comme souvent, je pense que tu es d'accord avec moi, mais dans le milieu de la joaillerie, c'est des métiers de passionnés. Et donc, cette passion, il faut la nourrir et il faut l'entretenir. Et la gémologie, c'était important pour ça. Oui, mais tu as raison. La passion, après, ça peut être la passion du savoir-faire, la passion de la transmission, comme chez Fabienne, la passion de découvrir des pierres. Mais après, on peut croiser aussi plein de choses, les compétences, le fait de se dire je découvre une nouvelle chose et puis je le fais aussi un peu par moi-même. Est-ce que le côté autodidacte, toi, est-ce que c'était... Alors, il y a autodidacte et puis il y a aussi, je le tiens souvent de Stéphane, qui dit c'est autodidacte mais conseillé. Mais avec... Voilà. Jamais seul. Voilà. Jamais solo. En fait, autodidacte, oui, quand on dit ça, c'est un peu prétentieux parce qu'on a l'impression qu'on a appris tout seul. En fait, j'ai pu apprendre de mon côté. Déjà, de un, parce que j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que j'ai acheté la machine et quelques mois plus tard, il y a eu le Covid. Et donc, confinement, et moi je suis resté chez moi à Paris. À cette époque-là, j'avais pas encore d'enfants, j'avais beaucoup de temps. Et toute la journée, j'ai taillé des pierres. Mais alors, pendant tout le confinement, pendant toute une année. Ah ouais. Et après, juste pour finir, ouais. Tu disais conseiller, bien sûr, j'aurais jamais pu faire ça tout seul sans les conseils qu'on me donnait. Il y a quand même Internet, donc c'est formidable, avec des forums, avec des vidéos. Avec des échanges. Et en fait, si on est un peu motivé, avec des échanges, des coups de téléphone, comme je te disais, à certains lapidaires et tout. Et en fait, quand on est motivé, on peut trouver les moyens d'apprendre. Et j'avais été aussi très bien conseillé à la base sur le choix du matériel. Sur le matériel que j'ai, il est relativement facile à prendre en main. Je sais qu'il y a un matériel, il y a différents types de matériel. Par exemple, le matériel traditionnel français, c'est très difficile d'apprendre à tailler si on n'a pas un maître qui nous aiguille. Ah ok, il y en a un qui nécessite une sorte de... La méthode traditionnelle française, d'accord. Je crois qu'elle est plus difficile à prendre en main. Tandis que... Et ça veut dire que ta machine... Ouais, ça veut dire que ta machine, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt de rentrer dans les détails techniques, mais en gros, on va dire que la méthode traditionnelle française, c'est une méthode de taille qui est plus intuitive, et donc forcément l'intuition, elle vient avec l'expérience, et tandis que la façeuse de précision que j'ai, c'est une méthode plus mathématique. Mais après, il y a l'intuition qui vient aussi, et finalement, à la fin, on se rend compte que les deux méthodes se recoupent aussi. J'imagine bien. Mais après, pour le cerveau, tu sais, on apprend les choses, et on a un cerveau qui est fait d'une certaine façon. Et peut-être que celle-ci, elle correspondait plus à ton profil d'apprentissage intellectuel, scientifique, quelque chose comme ça. C'est sûr. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, avec... ma machine et la façon de régler les angles, c'est que toutes les pierres que je taille, en fait, je vais les dessiner sur ordinateur avant, sur un logiciel de lapidaire, ça existe. Et en fait, pour moi, c'est un super outil de travail. Donc, avant de tailler une pierre, je vais prendre le temps de la dessiner, et comme ça, je vais pouvoir modéliser un peu le rendu. Tu la modélises d'abord brute, comme elle t'arrive, ou elle est déjà un peu préfacettée? Non, je vais dessiner le rendu final. Ah, c'est le rendu final. Et je vais voir comment ça rend ça. Ah non, ok, cet angle, il faut l'agrandir un peu. Ok, là, c'est mieux. Ok, donc le fait de travailler sur l'ordinateur te permet de prévisualiser, et après, juste, tu auras entre l'œil et ta main à le faire avec cette machine. Exactement, c'est dans ce sens-là que je vois les choses. L'ordinateur n'est pas relié à la machine, voilà. Ça reste un travail manuel après. Ok, donc ça veut dire que toi, tu dois bien enregistrer toute la façon dont tu dois procéder. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour ce genre de choses que tu as appris un peu ou qu'on t'a conseillé ou Une méthode particulière pour commencer, ouais. Exactement. Oui, en fait, c'est là où on rejoint la gémologie, c'est que de toute façon, quand on a un brut en main, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'observe. On regarde quelle est sa forme,
Évidemment, il y a une logique de rendement. Le brut, on veut le respecter, on veut pas le gâcher, donc on veut en tirer la pierre la plus belle et aussi la plus grande possible. Donc ça, c'est un arbitrage à faire entre les deux, parce que parfois, quand on enlève un peu plus de poids, ça permet d'avoir une pierre qui brille un peu plus aussi, qui est plus jolie. Donc il y a toujours cet arbitrage à faire entre poids et brillance. Généralement, les tailleurs de précision, on met plutôt le curseur sur la brillance que sur le poids final de la pierre. On essaye de faire en sorte que le rendu soit le plus beau possible. Certes, parce que ça passe par là aussi. Voilà. Une pierre facettée qui, surtout en joaillerie, c'est un des j'allais dire, caractéristiques qui fait qu'on la met sur un bijou, qu'on l'achète, etc. Sinon, c'est pas forcément le caratage. On n'est pas dans une guerre des carats. Voilà, l'idée, c'est pas forcément de vendre au poids, mais aussi de mettre en avant un savoir-faire. Forcément, moi, j'aime pas le même coût de travail qu'un Sri Lankais ou qu'un Indien, parce que c'est pas les mêmes niveaux de vie. Et donc, moi, je suis obligé de proposer un travail de très haute qualité. C'est ça. C'est-à-dire que... alors, j'ai deux choses. Je me note la question, parce que là, tu apprends pendant le confinement seul à manipuler cette machine. Oui. Où est-ce qu'elle est, l'école des gemmes? Elle est à quel niveau? Après, pendant... Elle est pendant. C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre à tailler en même temps que j'ai commencé l'école des gemmes. Je me souviens génial. Donc à tu as l'école des fait gemmes à ce moment-là Fabienne, mon premier quartz. Fabienne toute gentille, alors que ça devait être moche comme tout. Non, qui me dit moche. Bravo. Et je me souviens que j'apportais mes premières pierres, tout fier, à l'école des gemmes. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'avais la machine chez moi. Et puis de fil en aiguille, t'avais une au début, leçon je me suis presque entraîné sur du quartz, et puis j'ai commencé à tailler des pierres qui avaient un petit peu plus de valeur, des grenats, puis des tourmalines, et puis au bout d'un an et demi ou d'un an, j'ai commencé à vendre mes premières pierres. J'ai créé une entreprise, et puis j'ai travaillé quelques années depuis chez moi, et à un moment ça devenait compliqué parce qu'il fallait que je reçoive les clients, c'était pas forcément pratique de se rencontrer dans des hôtels ou même dans mon salon. Et donc j'ai trouvé cet atelier qui est rue Sainte-Anne, qui est un atelier partagé, là où on est en ce moment. Et donc c'est un petit atelier, on est 4-5 indépendants, donc je suis le seul lapidaire et je partage les lieux avec des joailliers. D'accord, ça te permet... Qui sont indépendants également. Voilà, ça fait du bien aussi d'échanger un peu. Tu es un peu dans le métier, mais tu as une activité qui est un peu à part aussi. En règle générale, il n'y a pas toujours dans les ateliers de joaillerie un lapidaire qui est inclus. Souvent, c'est plutôt dans les grandes maisons, en effet. Voilà, et même certaines fois, c'est sous-traité. Donc, toi, tu as fait ce cursus avec... l'école des gemmes. En même temps, tu continues de tailler, tu crées ton entreprise. Et là, à ce moment-là, comment tu vois les choses? Quelles sont les choses comment tu as la vision de ton métier? Tu as commencé à en parler un petit peu en disant que déjà, tu travaillais sur une certaine qualité. Oui, alors c'est vrai qu'au départ... c'était vraiment un pari. Moi, je me lance, j'atterris dans un milieu professionnel que je ne connais pas. Je ne connais pas les codes et je ne connais pas forcément tout le monde de la joaillerie. Je commence à m'y connaître un petit peu en pierre grâce à la gémologie, grâce à la taille. Mais voilà, j'ai tout un monde à découvrir. Et donc, j'y vais prudemment. J'y vais pas à pas. Je communique simplement sur ce que je fais, comme d'habitude, par les réseaux sociaux, quoi. Et je me crée aussi une petite boutique en ligne qui m'a aidé au début, que j'ai fermée maintenant, mais ça me permettait en fait de me créer un petit catalogue en ligne, et j'ai fait pas mal de ventes en fait sur internet, donc ça m'a permis de commencer, voilà, de me lancer, de faire mes premières ventes, et ça c'est la magie d'internet. On est là, et puis il y a quelqu'un au Canada qui t'achète une pierre, ou quelqu'un au Japon, et alors tu la postes. Enfin, c'est très... Et donc c'était très amusant. Tu achetais des gemmes que tu... Oui. Taillé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce métier-là? Qu'est-ce que ça veut dire d'être lapidaire à l'heure actuelle?
quand avec ce que tu fais, on a compris que tu avais une machine, elle avait un mode, d'ailleurs je l'ai vu et c'est vrai qu'on en a discuté tout de suite, elle est différente dans son épaisseur et dans son volume. Elle est assez concentrée. Assez compacte, oui. Assez compacte, assez concentrée, je trouve ça assez surprenant. Toi... Alors, si tu veux, oui, je peux t'expliquer. Donc, moi, mon métier, en fait, c'est pas du tout représentatif du métier de lapidaire en général. Aujourd'hui, en France, je sais pas combien on est de lapidaires à plein temps. Je pense que ça doit pas dépasser 200 ou 300. Je pense il y avait une vraie tradition lapidaire dans le Jura, mais qui a un peu périclité. La majorité des lapidaires professionnels en France, ils sont salariés, donc soit dans des ateliers de lapidaires, soit dans des grandes maisons, comme on disait. Des lapidaires indépendants, on est assez peu nombreux. C'est un peu la niche dans la niche. Et donc moi, mon métier, c'est, en premier lieu, mon métier, il est en 3 parties. Bon, en premier lieu, c'est d'acheter des pierres. Donc, ce que je préfère, moi, c'est acheter du brut. Voilà, ok. c'est vraiment... Moi, j'adore partir du brut. C'est ce pourquoi je fais ce métier. Donc, j'ai dû trouver des fournisseurs de brut qui sont en France ou à l'étranger et à qui j'achète ces pierres. Mais on ne peut pas tout trouver brut. Donc, ça m'arrive aussi d'acheter des pierres aux enchères qui sont déjà taillées, mais soit qui ont des défauts, soit qui sont abîmées. Et moi, tu repères. Que je repère, que j'achète aux enchères et que je vais retailler entièrement. Voilà, donc c'est mes... Et je vais aussi acheter des pierres auprès de négociants de manière plus classique. Généralement, c'est quand même des négociants en brut, ce qu'on appelle des grossistes, qui vont être par exemple européens. Et j'aime beaucoup aussi acheter des pierres directement à des gens qui sont sur les lieux de production, ce qui permet d'avoir souvent qu'une seule espèce, vu que c'est pour une mine donnée, mais quelque chose de très particulier, de très beau. Tu cherches, voilà. Ton critère, c'est quoi? C'est toi, ton œil, il est exercé à quoi? À la couleur, à ce que comment tu vois après la pierre taillée. Est-ce que c'est un volume? Quel est un peu ton critère d'achat? Alors, pour travailler après. Les critères d'achat. Tout d'abord, en fait, va vraiment y avoir... le premier critère, c'est la pureté, c'est la clarté de la pierre. L'idée, quand on fait de la taille précision, il faut que la pierre soit clean, en fait, parce que sinon, ça n'a pas de sens de passer énormément de temps à tailler une pierre, à faire un polissage parfait, si c'est très habité à l'intérieur. Donc, hormis cas particuliers où les inclusions vont être intéressantes et belles, l'idée, c'est que ça soit déjà clean. Ok, une Ensuite, belle clarté. Il y a la couleur. Donc là, évidemment, il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres. Donc moi, il m'a fallu aussi apprendre ce que recherchaient les gens. Je sais qu'il y a des pierres. Si j'achète une pierre de cette couleur, elle risque de rester dans mon stock longtemps. Tandis que si j'en trouve une... Est-ce qu'on tourne toujours autour des mêmes couleurs, le bleu, le vert, les... Alors, moi j'ai que 6 ans d'expérience, donc c'est pas forcément évident, mais non, je trouve qu'il y avait des couleurs qui... Par exemple, l'année dernière, il y a eu une vraie... pas mode, mais un vrai intérêt pour le bleu-vert, le saphir-teal. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé du saphir-teal, et c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était demandé il y a 5-6 ans. Exact. Voilà. Après, évidemment, un beau rouge, ça plaît toujours, un beau vert, un bel orange... Après, heureusement, et ça c'est sympa, je trouve que les gens ont des goûts très différents. Et donc, c'est toujours rafraîchissant. Et moi aussi, je pense que forcément, je déteins un peu sur mes clients. C'est-à-dire que je vais mettre en avant des choses que j'aime bien. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les couleurs assez pastel. J'aime beaucoup les saphirs non chauffés ou qui vont être assez riches en couleurs. On va avoir du bleu, du vert, du jaune. Ça va pas être homogène. Et donc, forcément, moi, je vais mettre ça en avant. Et on va mieux vendre et puis on va mieux parler de ce qu'on aime bien et de ce qui nous passionne. C'est exactement ça. Quand on sait bien en parler, on est aussi le meilleur agent vendeur et commercial de ces choses, et on sait faire passer aussi une autre vision et une passion. Donc c'est sûr. Et si tu veux, juste pour terminer sur les critères d'achat, après la couleur, la forme. Parce qu'on peut avoir une pierre qui a une belle couleur, une belle clarté, un bon prix, mais en fait, quand on demande à regarder de plus près, on voit qu'elle est toute plate, ou on voit qu'elle a un creux, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et
du coup ça sert à rien de se projeter dessus parce qu'on aura un rendement qui sera effroyable. Donc la forme, il y a un défaut qui n'est pas toujours rattrapable. Ou alors il faudra négocier à un autre prix, quoi. Voilà. Et en fait, comme j'ai commencé pendant le Covid et les confinements, comme je vends quasi exclusivement que des pierres que je taille et que je suis limité dans ma production, c'est pas forcément rentable pour moi de voyager à l'étranger, donc j'ai aussi appris à acheter par correspondance. Donc moi j'échange beaucoup. Parce que ça, c'est pas facile, la Dislas. Dislas. Donc il a fallu apprendre. Quand j'échange avec un nouveau fournisseur, et ben je vais jamais acheter une belle pierre du premier coup. Je vais regarder, je vais acheter un tout petit truc pour tester, voir comment il traite ses photos, voir comment il considère qu'une pierre, comment il va me décrire la clarté, comment il prend ses vidéos. Voilà, c'est important parce que le rendu de couleur n'est pas le même. Voilà, exactement. Même une pierre peut paraître très très belle avec les UV de la Thaïlande, et quand elle arrive en France où il fait un peu plus gris pendant l'hiver, elle va paraître très terne. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience que l'on acquiert et où on sait sur lequel il faut être vigilant. Donc ces pierres-là, j'entends que tu es très sélectif dans ton choix d'achat, aussi dans le travail que tu fais, puisque tu positionnes ton travail dans la qualité. Oui, voilà. En fait, donc on arrive à la deuxième partie de mon travail, qui est la taille, une fois que j'ai reçu la pierre. Et donc là, en effet, ce que je vais faire, ça va s'appeler de la taille précision. Ça signifie que on va accorder une attention toute particulière aux proportions de la pierre, à la qualité du fastage, des points de jonction. On veut que ça soit très symétrique. Alors, je ne dis pas que je fais un travail parfait, mais en tout cas, je fais vraiment de mon mieux et j'essaye de mettre l'accent sur ça et également sur la qualité du poli. Ce qu'on appelle donc taille de précision, ça va, pas en opposition, mais on va dire que c'est pour se démarquer de ce qu'on va appeler plus les tailles commerciales, qui sont faites généralement sur les grandes places de marché, par exemple Bangkok. Et ces tailles commerciales où on va essayer de vendre une pierre qui est belle, mais qui également pèse lourd, parce que ils vont vendre au poids un peu plus. Alors attention, je ne dis pas que les tailleurs là-bas sont moins bons, ils sont sans doute beaucoup plus expérimentés que moi pour certains. C'est juste que c'est les instructions qu'on leur donne, et ça arrive d'ailleurs souvent qu'une pierre soit taillée à Bangkok et qu'elle soit légèrement retaillée en France par le lapidaire d'une grande maison pour mieux correspondre aux critères de la joaillerie ou de la haute joaillerie française. Voilà. Et après, il y a encore une troisième catégorie de taille qu'on va appeler un peu plus la native cut, qui là va être faite sur les lieux de production, où là, il n'y a pas forcément toujours le savoir-faire, il n'y a pas forcément le matériel adéquat, et ça va être des tailles qui vont être moins qualitatives que ce qu'on trouve sur les grands marchés de Bangkok, par exemple, donc les native cut. Voilà. Ça permet de rendre un peu plus grasse. La tanzanite, souvent, elle est taillée sur place. Et moi, souvent, c'est une pierre que j'achète taillée parce qu'elle mérite vraiment d'être taillée, quoi. Voilà. Et pour donner un exemple. Après, il y a des gens en Tanzanie qui taillent très très bien les tanzanites. Non, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas, c'est un refrain que j'entends et que j'entends plus précisément parce que même les diamantaires, là, j'ai eu un rendez-vous avec un diamantaire, lui achète les diamants taillés, mais sa particularité, il dit, il leur donne une valeur en les retaillant, en magnifisant, je ne suis pas sûre du terme, mais en rendant un petit plus. Donc toi, tu as aussi cette démarche-là. Ah oui, complètement. Oui. Et en fin de compte, c'est une démarche, c'est-à-dire qu'il expliquait tout bêtement, si tu veux faire du volume et de la masse, il y a une première taille qui est faite. Et dans le grand circuit des achats, ça passe très très bien. Après, il y a une autre partie des gens qui ont besoin que soient repensées les choses pour rendre
je sais pas quel est le mot exact, tu vois, mais pour rendre plus de valeur, pour la pierre mettre plus attractive. Voilà, exactement. Et c'est cette valeur ajoutée là qui a de l'importance. Complètement. De toute façon, c'est simple. Hein, je sais pas, quand un client particulier vient et souhaite acheter une pierre, j'en sais rien, par exemple pour une bague de fiançailles, en fait, il va fonctionner au coup de cœur. Donc, forcément, si la pierre est mieux taillée, elle va avoir un meilleur rendu, elle va plus briller. Elle donne du jus. Et il faut beaucoup fonctionner au coup de cœur dans tous les cas. Donc, il y a un vrai intérêt. Après, il y a des pierres, parfois ça m'arrive, j'achète des pierres en vue de les retailler, et quand je les reçois, je découvre qu'elles sont très très bien comme elles sont. Et ça m'est arrivé par exemple, j'ai acheté un saphir, je trouvais que la culasse était profonde, et quand je l'ai reçu, j'ai compris que toute la couleur de ce saphir était contenue dans la pointe de ce saphir, et qu'en fait le lapidaire avait fait un super travail, parce que le saphir rendait hyper bleu, alors qu'il y avait du bleu que dans 10% de la pierre. Oui. Et donc je me suis dit, oulala, ouais, je touche pas là. Ça, je vais pas y retoucher. Ok. Voilà. Donc parfois, il faut avoir aussi la simplicité de se dire que ça a été très bien fait déjà. Quelle est la phrase? Less is more, or more is less. Il y a un moment donné, il faut se retenir un petit peu et de se dire, ok, là, je joue pas à ce jeu-là. Toi, dans ton métier, quelles sont les tailles qui te sont les plus faciles? Quelles sont celles où tu sais que tu as un savoir-faire, tu amènes quelque chose parce que tu as l'œil maintenant? Alors oui, en fait c'est assez particulier. Le style de taille, au début, quand j'apprenais, j'essayais du coup de faire les tailles les plus complexes possibles, de faire les pierres avec le plus de facettes, des formes hyper, en France on appelle ça fantaisiste. Oui, il y en a qui sont des spécialistes de ça. Et en fait c'était bien parce que ça m'a permis de m'aguerrir, mais je me suis rendu compte que en France on attend quelque chose peut-être d'un peu plus classique, en particulier quand on commence à monter en gamme. Et ces pierres avaient d'ailleurs beaucoup de succès à l'étranger, je les vendais souvent à des clients étrangers. Mais en France, ça passait par exemple sur les salons, avec des clients très connaisseurs qui recherchaient ce style de taille. Mais sinon, ça bloquait auprès des clients peut-être plus classiques. Et donc moi aussi, j'ai dû apprendre à faire aussi avec le milieu, avec ce qu'on attendait de moi, et progressivement, avec la montée en gamme que j'ai essayé de faire au fur et à mesure des années, il a fallu que je taille les pierres aussi de manière un peu plus, je sais pas comment dire, douce, un peu plus juste, peut-être plus adéquate. Plus adéquate, et je vais pas tailler de la même manière un saphir bleu et un zircon orange. Voilà, le zircon orange va me permettre de la fantaisie, tandis que le saphir bleu ou un beau saphir, je sais qu'il va plutôt être pour une bague de fiançailles. Il faut que ça soit intemporel, il faut que la personne s'en lasse pas, et donc je vais faire par exemple, moi ma forme préférée en ce moment, c'est le coussin carré. C'est ce que j'adore en 2025, donc j'en fais plein. Mais l'année dernière, c'était autre chose, et l'année prochaine, ça sera encore autre chose. Donc là, je fais aussi en fonction de ce que j'ai envie de faire. D'accord, très bien. Quelle est la demande qui t'a été le plus exotique, où tu t'es dit, oulala, là, c'est quelque chose de particulier que je dois faire, ou le rendu doit être particulier? Est-ce que tu as eu une demande de ce genre de choses, ou tu es resté sur des... Oui, complètement. J'ai eu une demande une fois pour un zircon bleu qui pesait 6 carats, pour faire une manchette pour homme. Et le zircon bleu, je l'avais taillé comme un cerf-volant. Et donc, mais très très allongé, très pointu. Donc c'était très délicat, c'était très amusant. Ça, c'est des projets que j'aime beaucoup. Et sur le dessus, il était facetté comment? À degrés. D'accord, à pan degré. Donc, et ça, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et je l'ai décliné cette forme aussi en opale de feu. Donc ça, c'est des projets qui marquent, on s'en rappelle bien. Ah oui, et donc, pendant que tu parles d'opale, est-ce que tu as aussi une demande pour ces pierres opaques, comme l'opale, alors pas opale, c'est pas dans la catégorie opaque, mais lapis, ou des malachites, ou des turquoises, ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une demande? C'est une très bonne question.
Il y a une demande, mais après, moi, j'ai fait le choix de me spécialiser dans les pierres de centre et à facettes. Donc, généralement, à facettes, c'est plutôt du matériau transparent. Exact. Parce que l'idée, c'est de faire de la réflexion interne dans la pierre, de la brillance. Ça m'est arrivé de faceter des pierres opaques, mais c'est moins commun. C'est moins demandé. Donc, moi, c'est surtout des pierres de centre, donc généralement, quand même, au-dessus de 1 carat, quoi. C'est rare que je descende en dessous, mais ça m'arrive de le faire, hein, pour certains projets. Par exemple, j'ai un projet de bague de fiançailles où j'ai la pierre de centre et 2 trapèzes à tailler sur les côtés. Bah là, je vais tailler les 2 trapèzes, évidemment. Mais voilà. Et l'opale, ça m'est arrivé du coup d'en faceter. Mais je fais pas de cabochon. Mais c'est l'opale de feu Alors, que l'opale tu as de feu, j'en ai faceté. faceté, mais aussi des opales d'éthiopie. Ah ouais? Ouais, ça rend très très bien. Ah, j'en On ai est rarement habitué. vu. Oui, Oui, c'est rare. j'ai l'habitude Du de coup, les voir en ça marche. cabochon. En fait, elles sont parties tout de suite. Il faut que je prenne le temps d'en retailler, mais c'est très joli les opales typiquement éthiopiennes pour avoir un petit volume, parce que les opales éthiopiennes au carat coûtent beaucoup moins cher que les australiennes. Et donc, on peut avoir des opales éthiopiennes de beau volume à un prix très raisonnable, et ça se facette bien et c'est très amusant. C'est assez mystérieux l'opale, hein. Moi, c'est un matériau que j'aime beaucoup. Mais c'est assez beaucoup, inconnu, voilà. c'est pas très connu en France. Enfin, en tout cas, j'ai peu de clients qui m'en demandent, c'est plutôt des clients assez avertis. Mais l'opale, c'est très c'est un monde, particulier. ouais. Hein. C'est comme un peu la turquoise ou les choses comme ça. Tu as affaire à, je ne sais pas, à quelques passionnés, et ils savent aussi comment ils veulent que la pierre leur soit rendue. Il y a presque cette vision-là. Dans ton métier, tu visualises les pierres de sang déjà facettées, puis après tu les tailles. Est-ce que combien de temps ça peut représenter? Est-ce que tu pourrais nous dire le temps que tu passes sur une gemme? Alors, c'est très variable. Voilà, parce que pour que les gens se rendent compte un peu de ce travail qui est manuel, mais en même temps il y a une réflexion autour, et puis après il y a un résultat, et presque ce résultat, c'est très variable. Et d'ailleurs, c'est amusant quand beaucoup de gens me demandent combien de temps je passe à tailler une pierre, et la moitié trouve que c'est très rapide, et l'autre moitié trouve que je suis très lent. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, moi je ne vais pas compter mes heures, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer d'avoir un rendu pas parfait, parce qu'il ne faut pas être maniaque non plus, mais d'avoir un rendu très qualitatif. Ensuite, le temps qu'on passe sur une pierre, il va dépendre de la dimension de la pierre. Évidemment, une pierre de 1 carat, ça met beaucoup moins de temps à tailler qu'une pierre de 10 carats. Ça va dépendre de la complexité, donc le nombre de facettes et la complexité du dessin. Tu vois, le cerf-volant dont je te parlais, c'est plus complexe qu'un rond. Brillant. Qu'un rond brillant qui a voilà. 57 facettes, ça va très vite, tandis que j'ai eu des demandes pour des coussins à 150 facettes. Là, forcément, il faut prendre le temps de les faire. 150? Voilà, ça arrive. C'est oui, un quand peu même. la tannée. Mais alors, dans On le fait. dans ces cas-là, c'est quoi la forme? Parce que 57, déjà, tu vois, pour moi, je le vois et je trouve ça beaucoup, et certaines fois... Mais là, 150, c'est sur quoi comme... Enfin, tu vois, j'ai du mal à me rendre compte. C'était un projet que je faisais en sous-traitance pour un projet haute joaillerie. En fait, la maison voulait qu'on fasse ce style de facetage et pas un autre. Et donc c'était 150 facettes. C'était 150, ce dessin-là. ouais, donc ça veut dire qu'il y a imposé. quand même une réflexion de la lumière qui doit être impressionnante. Il y a un travail que toi tu dois faire avant pour le calcul de tes dessin, angles, pour le dessin, etc., qui doit être aussi un suivi. Ah oui, ça demandait beaucoup de travail. Et pour répondre à ta question première, du coup, un petit rond, ça peut me prendre 3-4 heures. D'accord. Et une pierre plus imposante, plus longue, je peux passer plusieurs jours dessus. Hein, vraiment. Bien sûr. Et il y a aussi un autre critère, c'est le matériau. Typiquement, la dureté peut rentrer en compte, la facilité à polir aussi. Je sais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la dureté un peu intermédiaire, typiquement
le grenat, le spinel, ça se facette et ça se polit très facilement, très vite. D'accord. Le saphir, ça commence à être dur, donc il y a certaines facettes où tu peux passer un peu plus de temps. Et puis, à contrario, des pierres très tendres, le polissage peut être un peu délicat parce que tu peux très vite faire des petits traits de polissage. Et donc après, il faut faire un poli de finition pour effacer les petits traits de polissage que tu as pu faire. Donc, en fonction de la dureté de la gemme que tu tailles, ça peut prendre plus ou moins de temps également. Je suis assez subjuguée par la façon dont tu en parles parce que c'est vrai que dans ces métiers-là, peu parlent de la dureté. Mais après, toi, de par ton parcours, j'entends bien que c'est une suite logique et qu'elle devrait être plus souvent évoquée. Et c'est assez... je trouve que pour un travail de la main, qui est typiquement l'œil, la main, il y a un côté quand même, une réflexion qui est apportée, qui est beaucoup plus importante. En fin Le de fait compte, que ça soit quand même un travail manuel à la fin et qu'il y ait des contraintes physiques qui rentrent en compte. oui, et ouais. toi tu as cette partie qui est d'avant d'intellectualiser, voilà, d'intellectualiser, mais dans le sens où tu construis le travail que tu fais pour après le faire réaliser. Oui, c'est vrai, dans le sens où il y a forcément un travail préparatoire avant, et j'y vais pas au hasard à 100% à l'intuition. Après, ma manière de travailler, forcément, avec l'expérience, elle a aussi évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux faire les choses de manière plus intuitive que je ne le faisais avant, où j'avais besoin de plus de temps de préparation. Et là, forcément, au bout de plusieurs centaines de pierres taillées, on commence à avoir des automatismes. Et je vais y aller de manière plus intuitive, mais ça reste dans tous les cas un travail manuel, évidemment. Oui. Et avec, du coup, tout ce que ça engendre, hein, ça fait appel à tous les sens. Évidemment, ça fait appel au sens du toucher, hein, donc il faut être délicat avec sa main. Mais c'est assez amusant, ça fait appel à la vue, évidemment, parce qu'on doit vérifier avec la loupe ce qu'on fait. Et tu vérifies à peu près tous les combien parce que c'est difficile de te répondre. Ça va dépendre dans quelle phase je suis, mais parfois je suis beaucoup avec la loupe et parfois je fais tout à l'œil. C'est surtout à la fin, hein, au moment du poli, que je suis à la loupe. Et assez étonnant, il y a aussi le sens de l'ouïe. Ah oui. Tu sens, quand tu entends quand tu polis, parfois quand ça va trop accrocher, tu sais que là c'est pas bien, il faut resurfacer ton disque, il faut remettre du diamant, tu sens quand ça accroche trop, attention là je vais casser mon dop, ma pierre elle va s'envoler. Donc ça fait aussi appel à ce sens-là. Oui, il y a une musicalité dans ton travail. Une musicalité, je ne sais pas si mes voisins diraient ça, mais il y a en tout cas, oui, il faut être attentif. Hein, il faut être attentif et je ne peux pas toujours écouter de la musique quand je travaille. Ça m'arrive. Alors que dans beaucoup de métiers, tu le vois. Mais parfois, j'en retire le casque, en l'occurrence, pour... la concentration. Pour être concentré à 100%. Ouais. Après, c'est dans certaines phases. Hein. Et voilà, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus... qu'est-ce qui encore te séduit le plus dans ce que tu fais? Avec donc, parce qu'on est passé de la phase du début, maintenant tu as ton entreprise. Qu'est-ce qui encore te fait... où tu te dis, là, ça c'est un truc, c'est une aventure, c'est quelque chose qui me motive? En fait, déjà, il y a beaucoup de pierres que j'ai pas eu encore l'occasion de tailler dans le sens de variété. Typiquement, j'en sais rien, un saphir rose de telle dimension, et ça m'est pas encore arrivé. Donc en fait, j'ai beaucoup de nouveautés au quotidien, surtout que j'essaye d'avoir des pierres de plus en plus belles. Hein. L'idée, c'est chaque année, on dit, allez... cette année, je vais essayer, j'en sais rien, de tailler un spinel de tant de carats. Et donc ça, c'est ce côté nouveauté avec des petites merveilles. C'est quelque chose qui est toujours fascinant. Et en fait, ce que j'essaie aussi, c'est de pas comment dire, de pas perdre l'émerveillement aussi pour les choses simples. Et pas être blasé. De pas être blasé. Moi, c'est un truc, j'aimerais vraiment pas être blasé parce que sinon, j'aurais plus aucune satisfaction dans mon métier si je me mets à aimer que les pierres en regardant leur valeur.
Donc là, typiquement, je montrais tout à l'heure en rendez-vous, parce qu'avant de te recevoir, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un pour une bague de fiançailles. On a choisi ensemble une pierre, et puis à la fin, je lui ai montré les autres pierres que j'avais en stock, et on a flashé ensemble pas pour la bague de fiançailles, mais oui, on a flashé ensemble sur une améthyste qui est toute particulière, avec des inclusions de rutile à l'intérieur, et qui était taillée d'une manière particulière, et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était extraordinaire. L'émerveillement, est-ce que ça joue encore? Continuer à s'émerveiller de tout. Et j'espère que ça sera quelque chose qui me sera donné encore longtemps, parce que je pense que le jour où on perd cette capacité d'émerveillement, on perd beaucoup de bonheur dans le travail qu'on fait. Ouais. Je suis d'accord, Ladislas, je trouve que c'est très joli. La façon dont tu le dis, je trouve que c'est une belle chose. C'est pas facile, hein, parce que d'un autre côté, forcément, il faut vivre de son travail. Il y a une rentabilité donc, derrière déjà, aussi, bien sûr. Tu peux pas toujours faire tout ce que tu as envie de faire. Tu peux pas tailler les pierres comme tu as envie, forcément. Il faut répondre à la demande et aussi à ce qu'on attend de toi. Et puis à un moment, il faut aussi, en indépendant, il faut se verser un salaire. Donc forcément, il faut quand même réfléchir à ces questions. Donc le tout, c'est de trouver le bon équilibre pour être heureux dans ce qu'on fait et pouvoir continuer à le faire. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément choisi, on va dire, la voie la plus facile au départ. Essayer de se lancer là-dedans en tant qu'indépendant, c'était un vrai pari. Parce que, comme je te le disais au début, il faut être au four et au moulin. Parce que là, je parle du travail de lapidaire, mais à côté, il y a forcément le travail administratif de tout entrepreneur. Et puis après, il y a la troisième partie de mon travail qui est de vendre. Et donc là, ça fait appel à d'autres compétences. Donc il faut, heureusement, j'aime bien la photo. Donc, parce que ces petites bêtes sont très compliquées à photographier. Terriblement. Mais heureusement, j'aime bien ça. Donc j'arrive à faire des photos... qui j'espère rendent justice aux pierres que je taille. Ensuite, il faut communiquer. Donc là-dessus, moi je suis très mauvais, je suis un peu un handicapé des réseaux sociaux, donc je fais le minimum, on va dire, sur Instagram et Facebook. J'avais ma boutique en ligne au départ, mais je l'ai fermée parce que on va dire que j'en avais plus forcément besoin depuis 1 ou 2 ans. Mais il faut que maintenant je me relance et que je refasse un site internet, je pense, qui soit plus adapté. Et puis après, forcément, il y a les salons aussi. Et on te retrouve plus dans les salons. Comment tu le vis ce moment-là? Je fais 2 salons par an depuis 2 ans. Je fais le salon de la Gem Academy qui est fin septembre. Donc la Gem Academy, c'est les anciens de l'école des gemmes qui font toutes sortes de métiers. Et c'est un salon assez intimiste qui est très, très agréable. Je vous conseille vraiment de venir. Vous pouvez me contacter, je vous envoie des invitations. Et ce salon, il est dans le 14e, fin septembre, dans un hôtel. Et là, c'est sympa parce qu'on fait le tour très rapidement, mais on rencontre les gens, il y a des métiers différents et c'est un salon très agréable. On voit de belles choses. On voit des bijoux, de belles pierres. Ils sont tous gémologues. Exactement. C'est intéressant, rien que de discuter avec eux, c'est intéressant. Et je fais le salon de Charenton. Donc lui qui est porte de Charenton, qui est un gros salon, je crois que c'est le 2e plus gros en France. Et donc là, j'expose aussi. À chaque fois, j'ai un tout petit espace parce que j'ai pas beaucoup de pierres. C'est ma production, donc je dois avoir à chaque fois une 60aine de pierres ou 70 en début de salon. Et donc là, les gens peuvent me voir, oui. Et quand les gens viennent à toi, c'est qu'ils sont passés par ces salons ou ils sont passés... Comment ça fonctionne pour te trouver? Parce que si tu communiques pas beaucoup, tu fais 2 salons... Je communique, je dis sur les réseaux que je vais faire ces salons. Après, forcément, il y a beaucoup de gens aussi qui te connaissent. Qui se promènent dans le salon et on fait des rencontres. Donc là, honnêtement, c'est assez merveilleux ces salons. Moi, je t'avoue que la première fois que j'ai fait Charenton, tu arrives en tant qu'exposant, tu as tous les négociants qui ont 5-6 mètres avec leurs énormes vitrines, des centaines et des centaines de pierres. C'est très intimidant. C'est très intimidant, tu as raison. Je taille mes propres pierres. Voici ma machine. Et en fait, c'est très intimidant. Et puis, en fait, les gens sont quand même assez bienveillants, s'intéressent à ce que tu fais, voient que tu as une démarche, que tu as une passion, que tu essayes de la transmettre. Et en fait, ça leur parle quand même. Donc moi, j'ai fait de très belles rencontres dans des salons. Et c'est des clients qui maintenant sont réguliers. Ce qui est sympa pour moi, dans ce type de salon, c'est qu'on rencontre des passionnés et des gens qui sont
à la recherche de choses qui changent de l'ordinaire, et ça, c'est quelque chose que je peux faire. Donc c'est chouette. Et puis il y a toutes sortes de rencontres dans les salons, et puis il y a aussi des gens qui... ça c'est assez gratifiant, mais par exemple depuis l'année dernière, il y avait des gens qui venaient au salon pour qu'on se revoie, parce qu'ils ne sont pas forcément sur Paris, ils ne peuvent pas forcément venir me voir à l'atelier. Et donc ça, c'est super sympa aussi. Ouais. Bon, ben écoute, mais c'est vrai que j'ai vu, je me souviens, le salon du mois de septembre, et ce qui était... ouais, exactement, ça a été un de nos premiers contacts. Ce qui était chouette, c'est que on parle pierre, on parle de jolies choses. Alors c'est vrai que ça aide dans ces cas-là. Et puis comme on sait qu'il y a la passion qui est derrière, et qu'il y a un très grand sérieux, et que tu mets beaucoup de choses, de valeur ajoutée dans ce que tu fais, ça aide énormément à te découvrir, et puis à voir aussi la qualité de tes gemmes. Et ça, il faut pas les louper. C'est surtout ça que je dirais. Je te remercie, Ladislas. Moi, là, j'ai 47 minutes. Il me semble qu'on a parlé presque de l'essentiel, en tout cas dans ma vision des choses. Encore une fois, merci, parce que ça m'a permis de me rendre compte. Tu vois, derrière ton côté ingénieur, il y a des choses qui sont extrêmement faciles à comprendre, et tu nous les as simplifiées. Tu t'as permis de comprendre un métier qui peut-être est vieux comme le monde, comme dirait souvent dans ce genre de choses, ce genre d'expression, mais tu y as mis d'autres choses, une touche de modernité et de passion qui a été extrêmement touchante. Donc merci beaucoup, Ladislas. Non, je te remercie, et c'est vrai que c'est moi qui te remercie, Anne. Et puis c'est vrai que j'étais content de parler de ce métier, parce que comme on l'a dit plus tôt, c'est un métier qui est un peu inconnu quand les gens, je leur dis que je suis lapidaire. Une fois sur deux, on me fait la blague, ah oui, tu vas me lapider, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Et du coup, c'est vrai que le métier est assez inconnu, et en France, il y avait une vraie tradition, et je pense plus tard, moi, mon désir, ça serait de transmettre un peu ce métier. Aujourd'hui, j'en ai pas forcément encore la capacité, j'ai pas forcément le lieu pour accueillir des élèves à plein temps ou à mi-temps. Mais je sais qu'à terme, ça serait quelque chose que j'aimerais bien faire, peut-être dans quelques années. J'ai déjà commencé à faire quelques ateliers un peu style do it yourself, où je pouvais faire découvrir, c'était plus des ateliers découvertes. Mais c'est vrai que c'est un métier qui mérite d'être plus connu. D'avoir une plus grande ouverture. J'espère qu'il perdurera, parce qu'on parle beaucoup de l'automatisation, je sais pas, de l'IA, et du fait que beaucoup de métiers... pourrait disparaître, mais moi j'ai foi en ces métiers manuels qui en fait apportent quelque chose de plus que le simple rendu final. Il y a aussi un chemin, quoi. Et je pense que ça touche les gens, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette pierre pendant plusieurs heures à la main, et de la même manière que ça touche les gens de savoir que cette bague a été faite à la main, et que sur ce bijou, il y a eu donc le lapidaire pour la pierre, le joaillier pour la bague, le sertisseur, peut-être le polisseur, le diamantaire pour les petits diamants. Plein de métiers qui sont... et puis qui affleurent plus, tu vois. Je sais qu'on est dans des domaines qui sont... et entre secrets et confidentiels, etc. Mais il y a le fait de parler de ces métiers-là, moi, qui m'importe, parce que je trouve il y a aussi une autre vision. Tu sais, qu'au début, je disais, ce qui va m'importer, Ladislas, c'est la vision que toi, que tu vas nous donner de ça. Et là, tu nous l'as bien fait partager. Merci à toi, et puis merci à toi de mettre en avant, du coup, chacun de ces métiers comme tu le fais. Alors ça, je suis là pour ça. Compte sur moi. Je te remercie.